Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on s'était arrêté sur les attaques. On avait parlé les premières attaques dont on a parlé, c'est les attaques de déni de service et de déni de service distribué. On a vu à quoi ressemblait finalement une attaque de déni de service distribué. On va retrouver un attaquant et des machines zombies qui vont qui vont lancer l'attaque sur la victime. Donc, l'attaquant qu'on appelle le maître en réalité. Ensuite, on a l'attaque de l'homme du milieu. Dans l'attaque de l'homme du milieu, Man in the Middle, c'est lorsqu'un pirate va prendre le contrôle d'un équipement du réseau et qui va se placer au milieu d'une communication pour écouter ou modifier la communication. Donc, finalement, comme son nom l'indique, c'est juste que c'est quelqu'un qui va pouvoir être en écoute de ce qui se passe entre deux machines qui communiquent entre elles. Et voire même qui pourrait modifier le trafic entre ces deux machines. Alors, pour faire une attaque de l'homme du milieu, il y a plusieurs manières. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va voir certaines. Au fur et à mesure où on va voir les attaques, je vais vous dire, cette attaque, on peut l'utiliser pour générer ou créer une attaque de l'homme du milieu. On a l'IP spoofing. Alors, quand on parle de spoofing, finalement, c'est un attaquant qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Dans le cas de l'IP spoofing, il va se faire passer pour faire croire qu'il a l'adresse IP d'une autre machine. Comment? En modifiant l'adresse source des paquets, l'adresse IP source des paquets envoyés, et il va mettre l'adresse IP d'une autre machine au lieu de la sienne. On a le DNS spoofing et le DNS poisoning. Alors ça, c'est une technique qui va permettre de leurrer les serveurs DNS afin de leur faire croire qu'ils reçoivent une réponse valide à une requête qu'ils effectuent alors qu'elle est frauduleuse. Alors, en fait, c'est une attaque qui va jouer sur la rapidité de la réponse DNS, la réponse de l'attaquant par rapport à une requête DNS, etc. Donc, parce que le protocole DNS, comme DNS, pas DNSSEC, le protocole DNS n'implémente pas d'authentification ou de vérification, etc. Donc, ce qui fait que toute réponse à une requête DNS, même si elle ne vient pas a priori du serveur DNS à qui on l'a envoyé, va être prise en compte. La première réponse sera prise en compte. C'est dû au fonctionnement du protocole DNS. Vous pouvez voir comment il fonctionne par là, si ça vous intéresse, ou peut-être que vous le voyez en réseau, je ne sais pas. Oui. Je vous écoute. Enfin, je vous lis. C'est quoi la différence entre le DNS, SAD DNS? C'est quoi SAD DNS? Attendez, vous voulez dire quoi par SAD? SAD comme le mot en anglais? Oh, SAD DNS, c'est juste le nom d'empoisonnement du cache. En fait, le DNS spoofing et le DNS poisoning, c'est pas exactement la même chose, mais le résultat est le même. Le SAT DNS, c'est le fait d'empoisonner le cache d'un serveur DNS. Et c'est ce qui est fait quand on fait un DNS poisoning. Et le DNS spoofing, c'est se faire passer pour un serveur DNS et répondre à une machine. Les deux auront comme résultat, au final, alors, les deux résultats au final,
Alors, comment expliquer? Que l'adresse, que l'URL ou le nom de domaine que vous recherchez va avoir comme adresse IP une adresse IP différente de celle qu'il est censé avoir. C'est juste la technique utilisée qui est légèrement différente, mais le résultat est le même. Le SAT DNS, c'est un DNS poisoning, enfin cache poisoning, c'est une attaque de DNS cache poisoning, et particulière, sans plus. Voilà. Donc, généralement, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est préférable d'utiliser le DNSSEC, le protocole DNSSEC pour éviter pour limiter ce genre d'attaque. De rien. On a aussi le social engineering. Alors, le social engineering, c'est l'art de manipuler les gens à effectuer des actions ou à divulguer des informations confidentielles. Ça peut être se faire passer pour un ami. Ça peut être, si on parle d'une entreprise, par exemple, se faire passer pour un technicien de réparation qui vient pour réparer des machines. Ça peut aussi être complètement autre chose, comme l'utilisation de... je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais ce mot est moins vulgaire que l'autre mot, donc je vais utiliser ce mot-là, de péripatéticienne pour faire du charme à des hommes, parce que généralement les hommes sont plus, comment dire, vulnérables au charme des femmes, pour ensuite les faire chanter. Donc, prendre des photos ou les filmer et les faire chanter pour qu'ils puissent divulguer des informations en leur disant, voilà, soit vous me dites ça et ça et ça, soit je montre ça à votre femme, par exemple. Un exemple, alors, il y a eu quelque chose dans ce style, je crois que c'était les Américains ou les Français qui ont voulu faire chanter un président, un dictateur d'un pays africain. Ils lui ont envoyé, ils ont fait, ils l'ont filmé en pleine action avec une escorte. Et ils lui ont dit, voilà, si il faut que vous fassiez ça et ça et ça, sinon votre femme va le savoir, tout le pays va le découvrir, etc. Sauf qu'ils n'ont pas pris en considération la culture et l'idée de ce président-là, de ce dictateur-là, qui était il a lui-même divulgué des vidéos en disant « Regardez comment que votre président est. C'est un... » Comment dire, il est trop fort, il a pu faire tout ça, patati patata. Oui, des fois, les techniques de chantage habituelles ne marchent pas forcément. Donc, il faut savoir avec qui les faire. Ça peut être aussi... Donc, c'est généralement... dans l'art de manipuler les gens, on va pouvoir utiliser plusieurs techniques, entre autres le chantage, entre autres l'argent, en leur faisant miroiter de l'argent, en leur disant, voilà, si vous me dites ça, je vais vous donner tant d'argent, etc. Et ainsi de suite. Comme un ancien ministre algérien dont je tairai le nom, où pour différentes raisons, entre autres l'argent et d'autres choses, il a foutu la merde dans l'industrie du pétrole et du gaz. Normalement, rien qu'en vous disant ça, vous devez avoir un nom en tête. Et j'en passe. Donc, on a parlé d'argent, chantage et plein d'autres manières de faire. On a le TCP hijacking. Alors, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur le social engineering, il y a des livres sympas qui permettent
qui pourraient vous intéresser. Je peux vous les envoyer, enfin, je peux vous envoyer les noms par la suite si ça vous intéresse, mais sinon, ce n'est pas le but du cours. C'est juste en plus. On a le TCP hijacking. Donc, le TCP hijacking, c'est une technique qui va consister à intercepter une session TCP qui est initiée entre deux machines afin de la détourner. À quoi ça va servir si un attaquant qui fait un TCP hijacking, ça va lui permettre d'éviter d'effectuer, de devoir s'authentifier parce que la session, elle est déjà ouverte et déjà authentifiée. Donc, en faisant un détournement de la session, il va pouvoir prendre possession de la connexion pendant toute la durée de la session et être en fait, avoir les mêmes privilèges, les mêmes droits et les mêmes accès que la personne qui est autorisée à la base. On a le rayonnement, on en a parlé la dernière fois, donc je ne vais pas en reparler. On va parler de l'attaque Smurf. Alors, l'attaque Smurf, c'est une attaque par rebond où l'attaquant va faire de l'IP spoofing. Donc, il va spoofer l'identité de sa cible et envoyer un paquet ICMP écho. Donc, généralement, si vous regardez ici, vous allez avoir l'attaquant, vous allez avoir la cible. L'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un ICMP echo request, donc un ping, aux machines de ce réseau, en mettant dans l'adresse IP source l'adresse de la victime. Donc, il fait un spoofing d'adresse IP avant d'envoyer le paquet ICMP echo request. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les machines vont faire? Elles vont répondre par un ICMP echo reply à la cible. Alors, ça ne marche que dans certains cas parce que il faudrait que parce que vous avez, par exemple, si vous regardez ça, mais depuis l'extérieur, la plupart des routeurs actuels ne vont pas autoriser des adresses de broadcast s'ils sont bien configurés, entre autres. Mais bon. On a les backdoors. Alors là, là, on va parler plutôt des malwares et autres menaces de sécurité. On a parlé des attaques jusqu'à maintenant. Maintenant, on va parler des autres menaces de sécurité. Donc, une backdoor ou une porte dérobée, c'est un raccourci dans le système qui permet à un utilisateur de passer outre les vérifications de sécurité. Ça veut dire que si... En fait, une backdoor, c'est un petit programme, hein, by the way. Ça peut être un script, ça peut être un programme, quelque chose qui est installé sur la machine cible, sur la victime, qui va permettre à l'attaquant de se connecter à cette machine sans avoir à passer par toutes les choses par lesquelles il a dû passer pour installer cette backdoor. Donc, il n'aura pas besoin d'exploiter une vulnérabilité ou quoi que ce soit. Il pourra accéder directement à travers ce script ou ce programme sans avoir à connaître sans avoir à passer par les différents mécanismes de sécurité et de bypasser les différents mécanismes de sécurité qu'il y a en place. On a un bot ou un zombie. Donc, le zombie, on en a parlé juste avant, c'est quoi? C'est une machine ou un ordinateur qui est contrôlé par quelqu'un d'autre, par un pirate informatique, à l'insu de son utilisateur. Ça peut être un téléphone portable, ça peut être un ordinateur, ça peut être un Raspberry Pi, ça peut être n'importe quoi. Tout élément qui fait du calcul, qui peut être connecté à un réseau et qui va être contrôlé par quelqu'un, par un pirate, sans que le propriétaire ou l'utilisateur normal de cette machine le sache. Pardon.
On a le scan de port. Alors, le scan de port, c'est une technique qui va permettre de rechercher les ports ouverts sur une machine ou un réseau. Vous savez ce que c'est que des ports? J'ai oublié de vous poser la question. Do you know what is a port sur une machine? Un identifiant manuel. Oui, ça sert à identifier des programmes qui vont pouvoir se connecter, qui vont pouvoir recevoir dans un système qui va pouvoir recevoir finalement des paquets venant de l'extérieur ou envoyer des paquets vers l'extérieur. Vous avez raison. Normalement, logiquement, vous avez dû le voir en système quand vous avez vu les sockets, etc., mais on ne sait jamais. Et en réseau aussi. Donc, le fait de faire un scan de port, c'est de vérifier quels sont les ports qui sont ouverts sur une machine distante. Il faut savoir qu'on a des ports du numéro 0 jusqu'au port 65 535, puisque l'identifiant d'un numéro de port s'écrit sur 2 octets, donc de 0 à 2 à la puissance 16 moins 1. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à savoir quels sont les ports qui sont ouverts sur une machine pour pouvoir savoir ensuite quels sont les programmes qui sont à l'écoute ou qui utilisent ces ports pour pouvoir ensuite les attaquer les programmes derrière ces ports. Donc, le scan de port est une technique permettant de chercher les ports ouverts sur une machine ou un réseau. Le phishing, vous avez dû en recevoir des mails dans ce style auparavant. C'est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. Vous avez pu recevoir ça en tant que mail. Par exemple, peut-être vous avez reçu des mails de Microsoft qui n'étaient pas de Microsoft, des mails de PayPal alors que vous n'avez même pas de compte PayPal, des mails de je ne sais quelle banque, et quand vous regardez l'adresse mail de l'expéditeur, ça n'a rien à voir, et j'en passe. Donc ça, c'est dans le mail pour les mails, mais en fait, le phishing, ne va pas se limiter à tout ce qui est mail. Vous avez le voice phishing, donc ça peut être fait avec les appels téléphoniques. Ce n'est pas très prépondérant en Algérie, mais ça l'est dans d'autres pays où on va vous faire croire que c'est votre banque qui vous appelle, ou bien on va vous faire croire que votre fils, fille, petite-fils, sœur, frère, je ne sais pas quoi, père, mère, a un problème et a besoin d'argent de manière très rapide, et il vous dit, voilà, il faut envoyer l'argent à tel compte pour pouvoir qu'il puisse faire je ne sais pas quoi, etc., etc. Ou alors, ça peut être juste quelqu'un qui va se faire passer pour votre banque et vous demander des différentes informations, style pour soi-disant vous confirmer que c'est vous. Donc, par exemple, quand on vous appelle je ne sais pas c'est qui votre opérateur, ça peut être Jessie, ça peut être Mobilis, ça peut être Ooredoo, quel que soit votre opérateur. Des fois, ils utilisent des numéros de téléphone normaux. Ce n'est pas les numéros de téléphone à 3 chiffres comme on a l'habitude de les voir quand ils appellent. Même les numéros de téléphone à 3 chiffres, ça ne veut rien dire. Ça peut être loué à des opérateurs extérieurs. Et il commence à poser des questions, etc. Je me rappelle une fois, c'était Jessie qui m'avait appelé. Enfin, il disait que c'était Jessie. Hein. Normalement, c'était Jessie. Vu le numéro de téléphone, c'était Jessie. Néanmoins, la personne au téléphone me disait, est-ce que c'est bien le numéro de téléphone X, le mien, 07, blablabla.
Et je disais oui. Vous cherchez qui? Il me disait c'est Jay-Z pour ceci, cela, cela. On a des questions à vous poser. OK? Et oui, et ils me disent quel est votre nom? Je leur dis mais si vous êtes Jay-Z, vous êtes censé connaître mon nom. C'est à vous de me dire c'est quoi mon nom. C'est pas à moi de vous le dire. Parce que rien ne me prouve que c'est Jay-Z. Logiquement, par téléphone. Je n'ai rien qui me permet d'identifier que c'était bien Jay-Z qui m'appelait. Enfin, et donc, si vous dites que vous êtes Jay-Z, vous avez mon nom et mon prénom, c'est à vous de me dire c'est quoi mon nom. C'est pas à moi de vous le dire. Ils me disent oui, non, mais on l'a, mais on veut vérifier. Oui, mais moi, je ne peux pas vérifier que vous êtes Jay-Z. Oui, non, mais faites-nous confiance. Non, je ne peux pas vous faire confiance. Je ne sais pas. Et donc, ils ont commencé en me disant c'est bien nom de famille. J'ai une famille. J'aurais dit oui, et voici mon prénom. Donc, oui, bon, vous connaissez mon nom de famille. Pourquoi j'ai dit nom de famille? On dit, c'est bien Meklish. J'aurais dit oui, Kenza. Est-ce que vous êtes, quand est-ce que vous êtes né? J'aurais dit, vous avez cette date, vous avez ma date de naissance. Pourquoi voulez-vous que je vous la donne? Et bon, bref, je les ai tournés en bourrique. Et à la fin, ils m'ont dit, mais madame, on a besoin de vérifier vos informations pour pouvoir confirmer. J'aurais dit, oui, mais moi, rien ne me prouve que vous êtes qui vous êtes. Donc, de toutes les façons, je ne vais pas vous dire des choses que je n'ai pas à vous dire. Ah, aussi simple que ça. Bon, ce n'était pas la faute à l'opérateur téléphonique, il va de soi. C'est la faute à... enfin, quand je dis... Non, c'est la faute à l'opérateur téléphonique, mais ce n'était pas la faute à celui qui a appelé. Je crois que c'était une femme ou un homme, on s'en fout. Et voilà. J'ai eu un autre appel dans ce style, mais c'était complètement autre chose. Un numéro de téléphone complètement différent. C'était pas du voice phishing aussi. C'était, on m'appelait pour confirmer des informations que j'avais données. Et on m'a dit, voilà, est-ce que c'est bien XYZ? Oui, c'est bien XYZ. Oui, ils ont un service très médiocre et c'est partout pareil. Et ils m'ont dit, OK, on vous appelle on est tel service de tel endroit et on vous appelle pour avoir des confirmations. OK. Est-ce que vous pouvez nous donner une autre information que je leur avais déjà donnée dans les papiers que je leur avais donnés? J'aurais dit, vous me donnez la moitié, la première moitié, je vous donne la deuxième moitié pour être sûr que c'est bien vous qui êtes là. C'est bien. Et ils étaient morts de rire parce que c'était leur... Enfin, eux, ces personnes-là, c'était leur travail d'être dans la sécurité. Donc, ils comprenaient ce que je voulais dire par là. Et ils ont donné la moitié de l'information et je leur ai continué avec l'autre moitié de l'information et ainsi de suite. Mais en Algérie, on n'a pas trop de on n'a jamais de voice phishing pratiquement. À l'étranger, ça existe beaucoup. En Algérie, il y en a très peu. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. À l'étranger, il y en a beaucoup. Ça veut dire que si vous vous retrouvez par la suite en Europe, aux États-Unis, au Canada ou, je ne sais pas, en Asie ou en Australie, il faut prendre ça en considération, ça existe. Vous avez le voice phishing, vous avez le phishing, vous avez le spear phishing. Il y a plein de techniques de phishing qui sont plus ou moins spécifiques et qui vont récupérer le plus d'informations possible avant de vous contacter. On a aussi les hoax ou canulars. Donc, un canular, ça peut être un courrier électronique, ça peut être un post sur Twitter, sur Facebook, sur je ne sais quel une vidéo sur YouTube ou je ne sais pas quoi, où l'information est fausse et qui est propagée très rapidement. Alors, généralement, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
Mais plus l'information, l'être humain a des biais. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par un biais? Ça veut dire que il va avoir tendance à croire certaines choses plus que d'autres parce que ça fait partie déjà de ses valeurs propres. Par exemple, si on parle de... de quoi on va parler? Quel biais en allons-nous parler? Si on parle de... allez, l'une des choses qui a beaucoup fait parler d'elle durant ces 2 dernières années, c'est la vaccination, etc. etc. Et vous allez remarquer qu'au final, vous allez avoir deux équipes, ou deux types de personnes. Les personnes qui vont croire que la vaccination, c'est mauvais, que ceci, que cela, les personnes qui vont croire que la vaccination, c'est bien, etc., etc. Et les deux vont se baser sur... alors, les deux vont se baser plus ou moins sur la même chose. Hein. Enfin, pas sur la même chose. Les deux vont se baser sur des informations qu'ils auront trouvées sur Internet. Et si quelqu'un, à la base, croit que la vaccination est mauvaise, alors il va chercher des informations qui vont prouver que la vaccination est mauvaise, même si ce n'est pas vrai. Et quand il va trouver ces informations, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, ça va le conforter et il ne va pas se poser d'autres questions. Tout comme les gens qui vont croire que la vaccination est bonne, vont aussi plutôt être dans la recherche d'informations qui va conforter leur biais. Donc, comme quoi la vaccination est bonne. Maintenant, le problème qui se pose, ou ce qui est important à faire généralement, c'est que malgré nos biais, il faudrait pouvoir essayer de voir d'un œil extérieur les différents éléments et essayer de voir quels sont les éléments qui ont le plus de poids d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue autre. Et donc, on se retrouve avec... Mais comme la plupart des gens vont avoir ce biais de confirmation, celui-là, on appelle le biais de confirmation, et ils vont voir, à chaque fois qu'ils vont trouver quelque chose qui confirme leur croyance, ils vont dire « Ah ben oui, ben, j'avais raison ». Et quand ils vont voir quelque chose qui va à l'encontre de leur croyance, ils vont dire « Non, non, mais ça c'est faux, parce que ceci, parce que cela, etc. » Et c'est le cas pour tout. Et plus l'information est saugrenue, ou bien plus l'information tape à l'œil, etc., plus elle va se propager rapidement. Généralement, la vérité a plus de mal à se propager que le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge va avoir plus de flamboyance, on va dire. Cela dit, tout comme par exemple quand on disait en Algérie, oui, les vaccins c'est mauvais parce qu'on fait ceci et cela, et que ça va changer l'ADN et patati patata, alors qu'en Algérie, aucun des vaccins qui sont utilisés en Algérie n'utilise la technologie de l'ARN messager. Donc, ça n'avait même pas de sens. Tous les vaccins qui sont rentrés en Algérie pour le Covid sont des vaccins qui sont les mêmes que le vaccin qui utilisent les mêmes technologies que le vaccin contre la grippe, que le vaccin contre la rubéole, etc., etc. Que tous les autres vaccins qu'on a fait durant notre vie. Mais les gens se sont appropriés les guerres d'information de l'étranger et les ont apportées ici dans un contexte qui n'a pas lieu d'être parce que ce n'est même pas le même. On n'a même pas les mêmes vaccins. Genre, ça va pas toucher. Ça n'utilise pas l'ARN messager, par exemple. Et donc, le hoax, c'est tout élément
que ce soit un post sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, ou des vidéos aussi, qui vont propager de fausses informations et qui vont finalement poser des problèmes parce que les gens vont croire à ça, etc. Ils vont perdre du temps aussi. Alors, regardez ce post-it. Donc, sur ce post-it, on voit une liste d'achats. C'était une liste d'achats qu'une épouse a écrite à son mari pour que le mari puisse aller faire les courses. Donc, vous avez le filtre à café, les sacs à zip sacs de congélation avec zip et de quoi nettoyer, en fait, les hacks en métal pour nettoyer les éléments et aussi des jouets. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une attaque, hein, by the way. Ce n'est pas une attaque en réseau, mais c'est le même principe que si c'était une attaque réseau. Quelle est la chose qui n'a pas lieu d'être et qui est différente et qu'est-ce qui veut dire l'ajout des jouets? Donc, qu'est-ce que ce serait comme attaque, à votre avis? Je suis d'accord avec vous, c'est les jouets. Les jouets n'avaient rien à faire ici. Vous regardez bien, vous pouvez voir que l'écriture est complètement différente. On l'a vu juste avant. C'est quel type d'attaque? Donc, c'est finalement... Hey, arrête. Non, c'est pas ça. En fait, là, ce qu'on va voir, c'est une attaque de l'homme du milieu. Oui, c'est un enfant qui l'a rajouté. C'est leur fils de 5 ans qui a rajouté le mot jouet sur ce post-it. C'est une attaque de l'homme du milieu. L'homme du milieu, c'était leur fils. C'est lui qui a donné le post-it au papa. Et entre ce que la maman avait écrit et le post-it quand il est arrivé chez le papa, l'enfant a rajouté jouet dessus. Et donc là, on voit bien, c'est vraiment une attaque de l'homme du milieu dans la réalité, non pas dans un réseau ou dans un système. Mais c'est le même principe. Voilà. Après, on va voir les logiciels malveillants. Donc, dans les malware pour malicious software, logiciel malveillant, c'est un nom générique pour tous les logiciels qui attaquent une application ou un système. On a plusieurs types de malware. On a les exploits 0-day sont des codes malicieux où il n'existe pas de patch distribué par les constructeurs. Donc, en fait, c'est des exploits, c'est des programmes qui vont exploiter une vulnérabilité qui n'est pas encore patchée, qui n'est pas encore, soit elle n'est pas encore connue, soit connue par les constructeurs ou ceux qui ont créé les logiciels ou le système, soit qui est connue mais qui n'a pas encore de patch. On a les virus. Donc, un virus, c'est un malware qui ne se diffuse pas automatiquement, qui a besoin d'un hôte ou d'un transporteur. On a les macrovirus qui sont écrits en langage macro. Les virus de boot secteur, ils infectent le secteur boot d'un PC, ce qui assure que le virus se lance au lancement du système. On a les stealth virus, qui est un virus qui se cache dans le système d'exploitation et d'autres logiciels de protection. Qui se cache du système d'exploitation et d'autres logiciels de protection. On a les virus polymorphiques. C'est un virus qui change de signature à l'affection d'un nouveau système pour évader les logiciels antivirus qui se basent sur la signature. On a les virus multiparties.
qui infecte ses victimes en utilisant divers vecteurs d'infection. Donc, par exemple, ça peut être un email quelque part, un flash disk dans un autre, etc., etc. On a le virus compagnon. C'est un programme qui va, il va s'attacher à un programme légitime et créer ensuite un programme avec une extension différente. Donc, à chaque fois que vous lancez finalement ce programme légitime, vous allez avoir le virus qui va se lancer d'abord. On a les vers, c'est un type de malware qui se propage indépendamment de tout autre. Donc, les vers peuvent causer des dommages de deux manières différentes, soit à cause du code malicieux qu'ils transportent, soit par la perte de disponibilité du réseau à cause de leur mode de propagation agressif. Donc, parce qu'ils se propagent tout seuls, en fait, dans le code du vers, il y a une partie de propagation et une partie code malicieux. Alors, la partie code malicieux, c'est une fois que le vers est installé sur